Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la dernière séance de 2024. Une petite pensée. La famille est le plus grand cadeau de tous. C'est aussi le moment de l'année où nous nous réunissons pour partager l'amour, le rire et les traditions. Aussi, un rappel réconfortant de la bonté des gens de partout. Alors, le procès verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2024. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Monsieur Coyen, tout le monde est d'accord? 1.3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2024. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès verbal? Oui. Est-ce qu'il y a des corrections à y apporter? On va prendre un proposeur. Monsieur Alain Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. L'agenda du maire pour le mois de novembre et décembre. Alors, mercredi, le 13 novembre, caucus de la MRC qui s'est tenu à Saint-Uribe. Le 14, on a eu une conférence de presse à Sainte-Christine-d'Auvergne pour une subvention pour un projet de maison éco-énergétique. Lundi, le 18, une conférence de presse à Pont-Rouge pour la Maison des Générations, qui en passant est un très beau projet. S'il y en a qui ont la chance d'aller visiter, c'est très beau. Mercredi, le 19 novembre, une rencontre Teams avec M. Vincent Caron au sujet de Polycar et du travail de bureau en journée. Le 21, on a eu un CCU en après-midi et travaillé sur le budget en soirée. Le 26 novembre, une rencontre avec la firme Valette. Le 27, travail de bureau et la MRC en soirée pour la séance, l'Assemblée du mois. Le 28, enregistrement du mot de Noël à CJSR et travail de budget en soirée. Mardi 3 décembre, discussion avec Mme Rainville pour le projet du réseau cellulaire et une rencontre en soirée. Le réseau cellulaire, en passant, n'eût été de la grève des postes, la consultation publique aurait débuté début décembre, sauf que ça va être retardé un petit peu, mais d'après elle, les travaux vont bon train. La construction de la tour va commencer au printemps et si tout va bien, septembre, on devrait avoir la lumière au bout du tunnel, là, comme on dit. On a bien dit si tout va bien, s'il n'y a pas d'arrêt des travaux ou quoi que ce soit. Mercredi, le 4 décembre, nous avons reçu les Chevaliers de Colombe de Saint-Raymond-de-Portneuf. Il y a un monsieur qui m'a appelé, M. Lamarche, il dit « Est-ce que tu aurais besoin, il dit, les Chevaliers de Colombe ont acheté des manteaux. Penses-tu qu'il y a des gens dans ta municipalité qui en auraient besoin? » Ça allait de 4 à 16 ans. On a dit oui. Il est venu nous en porter 10 et ils sont distribués. Merci aux Chevaliers de Colombe de Saint-Raymond-de-Portneuf. Jeudi le 5 décembre, en AM, une visite du gérant de la Caisse populaire de Saint-Raymond pour la garderie. Mardi le 10, caucus en soirée. Mercredi le 11 décembre, dernière rencontre de l'année à la MRC. Le 12, nous avons eu un caucus sur le budget. Vendredi 13, en avant-midi, on a eu un comité consultatif en urbanisme. Et le 16, qui était hier, la porte ouverte à la garderie. Et hier soir, on a eu la soirée sur le budget. Et ce soir, nous avons le dépôt du rapport financier. Alors, je vous présente Émilie. C'est à toi. De la firme Valette, qui va nous expliquer le dépôt du rapport. Dans mes cheveux? Dans mes cheveux?
adjoint au bureau Mallette l'an dernier. Mais c'est moi qui s'occupe de la municipalité depuis quelques années déjà, là, en succession de Sylvain Potvin qui a pris sa retraite. Donc, aujourd'hui, on dépose le rapport financier de 2023. Je suis quand même heureuse d'avoir un bon public. C'est rare qu'on ait autant de gens. Dans le fond, on a terminé le rapport financier dans les derniers mois et on fait le dépôt final aujourd'hui. Mais on avait également déjà présenté un projet, donc la municipalité avait tout en main pour établir le budget 2025 là, avec les chiffres de 2023 et les estimés de 2024. Donc, si vous voulez me suivre, on a distribué un sommaire de l'information financière qu'il y avait sur la petite table. C'est certain que j'avais pas les copies pour tout le monde. Si jamais il y en a qui veulent des copies, on peut peut-être à la fin de la séance, s'il y en a qui veulent d'autres copies de rapport de vérification, je serai en mesure de vous en faire. Sinon, j'avais quand même des petites copies vous dîner qui restaient de tantôt, à la limite. Donc, pour ceux qui ont le fascicule dans les mains, dans le fond, je vais y aller quand même brièvement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin. Si on prend la page 1 de ce sommaire-là, on retrouve l'état des résultats pour l'exercice 2023. Donc, la deuxième colonne, c'est le budget qui était prévu. Et la troisième colonne, c'est les résultats réels de l'année. Donc, au niveau des revenus, on a eu des revenus de fonctionnement de 1 929 684. C'est supérieur au budget, étant donné qu'il y a des mises à jour et souvent des revenus de mutation plus élevés que le budget, toujours sécuritaire. Et au niveau des revenus d'investissement, 87 128. Ça, c'est des subventions en lien avec les immobilisations. Donc, on n'a jamais de budget prévu à ce niveau-là et on fait les travaux seulement si les subventions sont reçues. Donc, on a des revenus totaux de 2 16 812. Nous avons également des charges de l'année pour 1 969 478, qui est légèrement plus élevé que le budget, tout en contrôle toujours avec des subventions reçues contre des dépenses nouvelles. Donc, on termine avec un déficit de l'exercice avant ajustement de un excédent de 47 334. Pour en arriver avec un excédent de l'exercice, au point de vue municipal, on va faire plusieurs ajustements. Donc, on vient enlever les revenus d'investissement qui sont liés avec les immobilisations de 87 128. On se retrouve donc avec un déficit de fonctionnement de 39 794. Et on vient ajuster avec d'autres éléments pour retrouver notre excédent final. On vient enlever l'amortissement qui n'est pas une dépense comptable pour une municipalité. Donc, on vient enlever 314 480 qui était incluse dans les charges de 1,9 million tout à l'heure. On vient remplacer ça par le remboursement de la dette à long terme, qui est la portion capitale pour 105 900. Et on vient transposer les affectations qu'on a faites. Donc, avec le fonctionnement, on a payé des immobilisations, des activités d'investissement pour 134 512. Là-dedans, on avait une station de lavage, la rénovation du centre communautaire ici. On avait également du pavage à la rue principale et un ponceau de la rue des Loisirs. Et on est venu piger dans notre excédent accumulé pour 16 051 pour une planification stratégique, jardin communautaire et l'équilibre budgétaire également de 2023. Ensuite, on a également une émission pour les préinstallations septiques qui ont été prêtées à des citoyens pour 7 293, ce qui fait un effet net pour l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2023 de 57 618. Donc voilà. À la page suivante, on retrouve le bilan, qui est l'état de la situation financière au 31 décembre 2023. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième colonne, qui est pour l'administration municipale. Puis ceux qui se questionnent, le consolidé, c'est que... Est-ce que ça a raison? Oui. Un petit ligne. On est dans le... Continue. Oui. Dans le fond, finalement, c'est pas les cheveux. Dans le fond, quand on parle de consolidé, c'est que la municipalité, la MRC, excusez-moi, toutes les municipalités de la région de Portneuf sont consolidées avec la régie régionale. Donc, chacune des municipalités a sa part de responsabilité dans la régie et on vient insérer les chiffres de la régie avec un pourcentage attribuable à la municipalité de Rivière-la-Pierre. Chaque municipalité a sa propre portion, mais c'est pour ça là, que c'est moins intéressant de regarder les colonnes consolidées parce que c'est l'administration municipale qui nous intéresse.
Donc, si je reviens à notre bilan, on avait dans le compte de banque au 31 décembre 326 028 $. On avait des débiteurs, c'est-à-dire des subventions, surtout de fédérales et provinciales, à recevoir de 661 107. Il y a également là-dedans de la taxe municipale aussi à recevoir des citoyens. Et on avait également des prêts, installations septiques, tous les prêts qui ont été offerts aux citoyens. La portion capitale à recevoir, c'est 162 045 qui est étalée selon les cédules de chacun. On a donc un actif financier de 1 149 180. Ensuite, on a des passifs. Au niveau de la dette à long terme, elle était à 1 457 979. Et dans la section haute, on retrouve tous les comptes à payer au 31 décembre, les salaires, les vacances et tous les frais courus. Également, les réserves de fonds de parc et les réserves de fonds de carrière sablière qui se retrouvent dans ce montant-là pour 286 556. On se retrouve donc avec une dette nette pour 595 355. C'est tout à fait normal pour une municipalité d'être en dette nette, étant donné que les dettes à long terme qui se retrouvent dans la section du haut servent principalement à financer des immobilisations. Et ces immobilisations-là, on les retrouve à la ligne suivante. Donc, on a des immobilisations corporelles au 31 décembre de 6 391 203. Ensuite, on a aussi les stocks. Dans la section haute, on retrouve les stocks, les assurances payées d'avance pour 24 710. Et la section la plus importante pour les municipalités, c'est le résumé de tous les excédents accumulés. Donc, on avait un excédent de fonctionnement non affecté maintenant de 557 553. On avait aussi des réserves, des excédents affectés pour 315 634. On a le détail à la page suivante, mais en résumé, on a l'équilibre budgétaire qui était prévu au budget 2024 pour un montant de 200 000 qui était réservé pour l'exercice 2024. Et on a également un montant de 115 364 qui était également réservé pour des projets en immobilisation qui n'ont pas été réalisés en 2023, mais qui sont reportés pour 2024, qui sont même réalisés à ce jour. Et ensuite, on a également des financements, des investissements en cours pour 147 898. Là-dedans, on retrouve les prêts offerts aux citoyens pour les installations septiques pour 162 045. Et on a également un solde disponible de règlement d'emprunt pour en lien avec l'église, le règlement d'emprunt de l'église Lac-Vert qui nous restait un solde de 14 000. Donc voilà, et l'autre gros montant, c'est les IMO moins les dettes, investissement net dans les immobilisations pour 5 95 269. À la page suivante, je passe rapidement, c'est le détail des fonctionnements, excédents de fonctionnement affectés, avec le 315 000 que j'ai vu à la page précédente. Et si je vous emmène à la page suivante, le tableau qui se trouve au centre sommaire de l'analyse de la dette à long terme, consolidé. Je le passe sommairement étant donné que là-dedans, on retrouve également les chiffres de la régie. Ce n'est pas seulement la dette de la municipalité, ce n'est pas un tableau à porter tant d'attention parce que la dette totale de la municipalité est de 1 457 000 et non de 1,6 million. Et la section du bas, on retrouve en détail les revenus de la municipalité. Celle qui la concerne, c'est la troisième colonne. Vous pouvez venir voir, je ne pas les passer un après l'autre, mais on est venu ici éclater les chiffres que j'ai vus dans le premier tableau au départ. Donc, les revenus de fonctionnement sont détaillés par département. Donc, la troisième colonne pour 1 929 684. Et plus bas, on retrouve les revenus d'investissement qui se trouvent avec des subventions gouvernementales, entre autres une subvention ici qu'on a reçue pour faire les rénovations du centre communautaire qui se trouve dans le 87 128 $. Et à la dernière page, avant-dernière page, on retrouve également la même chose, éclatée par département, mais au niveau des charges. Donc, la première colonne, c'est le budget qui était prévu. La deuxième, c'est les résultats réels de la municipalité, les dépenses réellement engagées avant amortissement. C'est elle qui est la plus intéressante. Donc, au niveau de l'administration, on était quand même sensiblement dans le budget, 357 941. Au niveau de la sécurité publique également, c'est des codes parts au niveau de la police et des sécurités incendies, donc c'est quelque chose de plus facile à prévoir. Au niveau du transport, 573 200, légère hausse par rapport au budget. C'est certain qu'au niveau des travaux de voirie, c'est toujours quelque chose qui peut être extraordinaire, puis il y a eu également l'entretien sur le tracteur qui a dû être fait en 2023.
Ensuite, au niveau de l'hygiène du milieu, également des codes-parts, entre autres, avec la régie. C'est quelque chose de facile à prévoir au niveau du budget. La seule hausse par rapport au budget dans la section haute pour 46 848, c'est la refacturation des fausses, qui est fait aux citoyens, mais on a également un revenu qui est égal à la dépense. Donc, oui, ce n'est pas prévu au budget, mais c'est pallié par le revenu. Ensuite, au niveau aménagement, urbanisme et développement, sensiblement également dans le budget, c'est simplement une question de présentation dans les postes. Et quand on a un dépassement un peu au niveau des loisirs et culture, 70 114, c'est en lien avec des subventions également reçues, pour lesquelles, quand on a les subventions, mais les dépenses peuvent être engagées. Et finalement, les frais de financement, 48 781, baisse par rapport au budget. On est content, on a payé moins d'intérêt. Donc, un grand total de dépenses pour 1 654 998, auquel on ajoute les 314 480 d'amortissement qui vient expliquer le 1,9 million qu'on a vu au tout départ. Donc, voilà, les charges, par rapport au budget, sont simplement dans le budget, sinon c'est pallié par les subventions. Et la dernière page, ça vient simplement vous résumer ce qui s'est fait au niveau de l'investissement dans l'année du 31 décembre 2023. C'est la deuxième colonne, donc on a eu des revenus d'investissement pour 87 128. Ensuite, on a fait des acquisitions en immobilisation pour 303 626 en immobilisation corporelle. Ensuite, on a fait une émission de prêts pour installation septique pour 9 434. On a réalisé un financement à long terme pour 44 279, ça c'est en lien avec un tracteur. Et ensuite, on a utilisé nos fonds pour payer ces dépenses-là en immobilisation. Donc, on est venu piger dans le fonctionnement qu'on appelle pour 134 512. Et on avait réservé une somme déjà dans le passé pour le programme triennal en immobilisation pour 45 000 $. L'effet net est de 2 141 au niveau des immobilisations de l'année. Donc voilà, ça résume premièrement l'année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions? C'est tellement clair. Oui, c'est une belle année, ça a super bien été. Si vous n'avez pas de questions, on va donner congé, Mme Lémieux. Oui, mais dehors. Oui, et joyeux temps des fêtes. Merci à vous aussi. Donc, on revient à notre procès verbal. 1.5, nomination du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024. Donc, il est proposé que Mallette Incorporée soit nommé vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2024. J'aurais besoin de proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.6, autorisation de paiement des dépenses du mois de novembre. Tandis que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de novembre 2024. M. Michel Pelletier, directeur général et greffier trésorier, étant autorisé à procéder au paiement des dépenses figurant sur la liste au montant de 166 353 et 49 sous. J'aurais besoin de proposeurs. M. Gilbert, tout le monde est d'accord? 1.7. Il est proposé d'accorder le mandat à Mallette auprès de personnel en soutien à l'administration. Considérant un besoin de formation au niveau des normes comptables canadiennes à respecter, considérant que Mallette possède un département pouvant offrir un service de soutien en formation pour améliorer la qualité des documents nécessaires à un audit qui ferait épargner du temps et argent à la municipalité, il est proposé que la municipalité de Rivière-la-Pierre mandate la firme Mallette, telle que son offre de service, pour un prêt de personnel pour le soutien à l'administration pour un maximum de 15 jours au cours de l'année 2025. J'aurais besoin de proposeurs. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. Nous serions rendus à la période des questions concernant l'administration. C'est bon, on continue? OK.
Alors, 1.9, c'est le calendrier des séances pour l'année 2025, considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025. Ces séances se tiendront au centre communautaire à compter de 19h aux dates suivantes. Alors, 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre, 14 octobre, 11 novembre et 16 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier sera publié conformément au Code municipal. J'aurais besoin d'un proposeur. Alain, monsieur, tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Lavoie. 1.10. Fermeture des bureaux pour la période des fêtes du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier, inclusivement. Il est proposé que les bureaux soient fermés du lundi 23 décembre 2024 au vendredi 3 janvier 2025, inclusivement, pour la période des fêtes. J'aurais besoin d'un proposeur. Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. 1.11. Adoption du règlement 545-24 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Attendu que l'article 491 du Code municipal du Québec, deuxième paragraphe, permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien de l'ordre durant les séances. Attendu que l'article 159.1 du Code municipal, les conseillers municipaux ont l'obligation d'adopter un règlement de régie interne qui doit notamment prévoir les normes concernant le maintien de l'ordre, le respect et la civilité durant les séances du Conseil. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre désire se prévaloir de ce règlement 545-24 afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal. Attendu qu'un avis de motion et le dépôt du premier projet du présent règlement ont été donnés à la séance du 12 novembre, il est proposé d'adopter le règlement numéro 545-24 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.12. Augmentation de la marge de crédit. Considérant que la marge de crédit actuelle ne satisfait plus les besoins financiers reliés à cet effet, concernant l'offre de la Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine d'augmenter de 235 000 $ de la marge de crédit déjà pour porter à 385 000 en fonction du budget de la municipalité, il est proposé de demander à la Caisse des Jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine d'augmenter la marge de crédit de 235 000 $ pour la porter à 385 000 $. Que Mme Danielle Ouellette, mairesse, et le directeur général greffier trésorier Michel Pelletier seront mandatés pour la signature du contrat. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dubois? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.13. Avis de motion du règlement 546-24 d'imposition des taxes, tarifs et compensations 2025. Un avis de motion par la présente est déposé, car j'aurais besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion. Monsieur Goyen, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, à 1.14, dépôt et présentation du projet de règlement 546-24 sur l'imposition des taxes, tarifs et compensations. On va prendre une gorgée parce que c'est long. Attendu qu'en vertu du Code municipal et de la loi sur la fiscalité municipale, la municipalité de Rivière-à-Pierre a le droit d'imposer et de prélever des taxes, des tarifs et des compensations. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 17 décembre, attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la séance, et tous les membres présents du Conseil déclarent l'avoir lu, il est proposé que le règlement 546-24
imposition des taxes, des tarifs et compensations pour 2025 soit adoptée et que le Conseil statue et décrète ce qui suit. Article 1. Le présent règlement fixe, impose et prélève des taxes foncières, des tarifs, des compensations pour les services pour l'année 2025 sur les immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Toutes taxes foncières et tarifications imposées par le présent règlement sont payables et exigibles d'une personne en raison du fait que celle-ci est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation. Article 2. Taxe générale sur la valeur foncière. Une taxe de 0,554 du 100 $ d'évaluation pour la valeur portée au rôle d'évaluation est imposée et prélevée pour l'année fiscale 2025 sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité. Article 3. Taxe spéciale sur la valeur foncière pour des travaux de réfection du réseau de distribution d'eau potable, règlement 383A-10. Taxe spéciale générale. Une taxe de 0,0019 par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation est imposée et prélevée pour l'année fiscale 2025 sur tout immeuble imposé situé sur le territoire de la municipalité. Taxe spéciale secteur desservi. Une taxe de 0,055 par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation est imposée et prélevée pour l'année fiscale 2025 sur tout immeuble imposable situé sur le secteur desservi par le service d'aqueduc sur le territoire de la municipalité. Article 4. Tarif pour le service d'aqueduc. Un tarif annuel de 181 $ est exigé et prélevé pour l'année fiscale 2025 de tous les usagers résidentiels permanents et saisonniers du service d'aqueduc. 4.2. Les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2025 sur tous les autres usagers du service d'aqueduc. Salon de coiffure, 280. Ça va tout être 280 jusqu'à temps qu'on je vous le dise. Garderie, activité de type artisanal nécessitant du polissage, bar laitier, garage avec entrée de service, hôtel, motel, restaurant, pâtisserie, épicerie, boucherie, magasin, casse-croûte, 280 $. Les industries, 430. Taxe d'affaires, bureau commercial, 280. Bureau de poste, 280. Institution financière, 280. Récréatif, l'OTJ, 153. Piscine, 43. Les salons de coiffure, les garderies et les activités de type artisanal nécessitant du polissage à même un usage résidentiel ne paient que le taux commercial. Les tarifs pour le service d'aqueduc doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire de l'immeuble, en raison duquel il est dû que le local soit occupé ou non, et ce, même si l'entrée d'eau a été fermée. Le tarif ne s'applique toutefois pas au logement supplémentaire à usage familial. Article 5. Tarif pour les matières résiduelles. 5.1. Un tarif annuel de 206 $ est exigé et prélevé pour l'année fiscale 2025 de tous les usagers résidentiels permanents et saisonniers desservis sur rue publique pour le service d'enlèvement, de transport et de disposition des déchets domestiques et pour la cueillette des matières recyclables. 5.2. Un tarif annuel de 165 $ est exigé et prélevé pour l'année fiscale 2025 pour tous les usagers résidentiels permanents et saisonniers desservis sur chemin privé pour le service d'enlèvement, de transport et de disposition des déchets domestiques et pour la cueillette des matières recyclables et compostables. 5.3. Les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2025 de tous les autres usagers du service d'enlèvement, de transport et de disposition des ordures ménagères. Propriété et camps forestiers non desservis, 103 $. Commerce, salon de coiffure, garderie, 268 $.
garage avec entrée de service 412, hôtel-motel 412, restaurant-pâtisserie 412, épicerie, boucherie, magasin 412, casse-croûte 412, exploitation agricole 412, les industries 412. Les bureaux d'affaires, bureau commercial 412, bureau de poste 412, institutions financières 412. Récréatif, OTJ 206. Les salons de coiffure et les garderies, à même un usage résidentiel, ne paient que le tarif de 268 $. Le tarif pour ce service doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire de l'immeuble en raison duquel il est dû, que le local soit occupé ou non. Le tarif ne s'applique toutefois pas aux logements supplémentaires à usage familial. Article 6. Tarif pour la vidange des fosses septiques. 6.1. Le tarif annuel de 108 $ est exigé et prélevé pour l'année fiscale 2025 de tous les usagers résidentiels permanents pour la vidange des fosses septiques. Un tarif annuel de 6.2. Un tarif annuel de 54 $ est exigé et prélevé pour l'année fiscale 2025 pour tous les usagers résidentiels saisonniers pour la vidange des fosses septiques. Article 7. Tarif pour le remboursement de l'emprunt sur l'achat d'un camion incendie, d'une unité d'urgence et l'exécution de travaux de modification de la caserne. C'est le numéro de règlement 332-05. Les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2025 pour chaque unité d'évaluation ou usage décrit. Immeuble résidentiel 25 et 50, représentant une unité. Logement supplémentaire 12 et 75, représentant 0,5 unité. Terrain vacant résidentiel 12 et 65, représente 0,5 unité. Pardon? 75, pardon. Terrain vacant autre que résidentiel 25 et 50, représente 1 unité. Immeuble commercial, 51 $, représente 2 unités. Immeuble industriel, 102 $, représente 4 unités. Immeuble agricole, 51 $, représente 2 unités. Les terrains agricoles, 25 et 50, représentant 1 unité. Le tarif doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire de l'immeuble en raison duquel il est dû, que le local soit occupé ou non. Le tarif ne s'applique toutefois pas au logement supplémentaire à usage familial. De plus, il ne s'applique pas à tout immeuble dont la valeur portée au rôle d'évaluation pour l'année fiscale 2025 est de 500 $ et moins. Article 8. Tarif pour le remboursement de l'emprunt pour les travaux de réfection de la rue principale entre les ponts Voyer et Moisan, règlement 447-16. Les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2025 pour chaque unité d'évaluation ou usage décrit. Immeuble résidentiel, 8 $, ça représente 1 unité. Logement supplémentaire, 4 $ représente 0,5. Terrain vacant résidentiel, 4 $ représente 0,5 unité. Terrain vacant autre que résidentiel, 8 $ représentant 1 unité. Immeuble commercial, 16 $ représentant 2 unités. Immeuble industriel, 32 $ représentant 4 unités. Immeuble agricole, 16 $ représentant 2 unités. Terrain agricole, 8 $ représente 1 unité. Le tarif doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire de l'immeuble en raison duquel il est dû, que le local soit occupé ou non. Le tarif ne s'applique toutefois pas aux logements supplémentaires à usage familial. De plus, il ne s'applique pas à tout immeuble dont la valeur portée au rôle d'évaluation pour l'année fiscale 2025 est de moins de 500 $. Article 9. Tarif pour remboursement d'emprunt pour travaux d'aqueduc et de voirie sur la rue principale, numéro de règlement 462-18. Les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2025 sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité ou usage décrit. Immeuble résidentiel, 4,25 $ représentant 1 unité. Logement supplémentaire, 2,25 $ représentant 0,5 unité.
Terrain vacant résidentiel, 2,25 représentant 0,5 unités. Terrain vacant autre que résidentiel, 4,25 représentant 1 unité. Immeuble commercial, 8,50 représentant 2 unités. Immeuble industriel, 17 représentant 4 unités. Immeuble agricole, 8,50 représentant 2 unités. Et terrain agricole, 4,25 représentant 1 unité. Les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2025 sur tout immeuble imposé situé dans le secteur desservi par le service d'aqueduc sur le territoire de la municipalité où est décrit immeuble résidentiel 49 et 20 représentant 1 unité, logement supplémentaire 24 et 60 représentant 0,5 unités, immeuble commercial 98 et 40 représentant 2 unités, immeuble industriel 196,80 représentant 4 unités. Immeuble agricole 98 et 40 représentant 2 unités. Le tarif doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire de l'immeuble en raison duquel il est dû. Le tarif ne s'applique toutefois pas au logement supplémentaire à usage familial. Et de plus, il ne s'applique pas à tout immeuble dont la valeur portée au rôle d'évaluation pour l'année fiscale 2025 est de moins de 500 $. Article 10. Tarif pour remboursement de l'emprunt pour les travaux de voirie sur la rue principale, la rue du Centenaire, l'avenue du Centenaire et la rue du Lac-Vert. Règlement 487-20. Les tarifs annuels suivants sont exigés et prélevés pour l'année fiscale 2025 pour chaque unité. Immeuble résidentiel, 12,25 $ représente 1 unité. Logement supplémentaire, CC15 représentant 0,5. Terrain vacant résidentiel 6 et 15 représentant 0,5 unités. Terrain vacant autre que résidentiel 12 et 25 représentant 1 unité. Immeuble commercial 24 et 50 représente 2 unités. Immeuble industriel à 49 $ représente 4 unités. Immeuble agricole 24 et 50 représente 2 unités. Et terrain agricole 12 et 25 représente 1 unité. Alors, c'est le même principe. Le tarif doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire de l'immeuble en raison duquel il est dû. Et de plus, il ne s'applique pas au logement supplémentaire à usage familial. Et pour l'année fiscale 2025, en bas de 500 $ et moins, il ne s'applique pas non plus. Article 11, tarif pour le remboursement de l'emprunt pour les travaux de voirie sur la rue principale, l'avenue de l'Église et l'avenue du Lac-Vert, règlement 503-21. Les tarifs annuels suivants sont exigés pour l'année fiscale 2025 pour chaque unité d'évaluation. Logement immeuble résidentiel 50 et 70 représente 1 unité. Logement supplémentaire 23 et 35 pour 0,5 unité. Terrain résidentiel 25 et 35 représente 0,5 unité. Terrain autre que résidentiel 50 et 70 représente 1 unité. Immeuble commercial 101,40 $ représente 2 unités. Immeuble industriel 202 et 80 représente 4 unités. Immeuble agricole 101,40 $ représente 2 unités. Et terrain agricole 50 et 70 pour 1 unité. Toujours le même principe, le tarif doit être payé par le propriétaire de l'immeuble. Le tarif ne s'applique toutefois pas au logement supplémentaire à usage familial et de plus ne s'applique pas non plus dont la valeur portée au rôle d'évaluation pour l'année 2025 est de moins de 500 $. Oui, mais c'est pas le même règlement, pas le même numéro de règlement. Pas la même section de règlement. Effectivement, M. Lavoie me fait remarquer, l'article 10 et l'article 11, ils semblent sensiblement pareils, mais c'est deux réflexions différentes et deux numéros de règlement différents. Article 12. Remboursement du prêt dans le cadre du programme de réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des installations septiques. Numéro de règlement 457-17, règlement 458-17 et règlement 512-22, ainsi que
C'est ça, 512-22. C'est 457, pas 457. OK. C'est ici. Tout prêt obtenu dans le cadre du projet de réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des installations septiques doit être remboursé sur une période de 20 ans par versement annuel à compter de l'exercice financier qui suit le versement du prêt. En vertu de l'article 96 de la loi sur les compétences municipales, la somme due annuellement par la municipalité en remboursement du prêt, capital et intérêt, est assimilée à une taxe foncière et payable de la même manière. Pour l'exercice 2025, le taux d'intérêt est fixé à 4 %. Article 13. Paiement des taxes. Les taxes, tarifs et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en un versement unique lorsque, dans le compte, leur total n'atteint pas 300 $. La date ultime pour être fait ce versement est le 30e jour qui suit l'expédition du compte. Si le total des taxes, tarifs et compensations comprises dans un compte atteint 300 $, le débiteur a le droit de payer celle-ci en 4 versements, selon les dates ultimes et les proportions du compte mentionnées ci-après. Donc, premier versement 31 mars, deuxième versement 31 mai, troisième versement 31 juillet et quatrième versement 30 septembre. Exigibilité d'un versement échu. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible et les intérêts s'appliquent uniquement sur les montants dus. Compte en souffrance. Tout compte en souffrance pour les taxes, les tarifs, les compensations, les droits de mutation immobilière, services rendus, après échéance, porte intérêt au taux de 7,5 % par année. Et le même taux s'applique aux arriérages de taxes et autres comptes des années antérieures. Advenant le non-paiement des taxes, tarifs, compensations, droits sur les mutations immobilières, dans les délais prévus, le secrétaire trésorier peut les prélever avec dépens par les moyens prévus par la loi. Article 14. Remboursement de taxes. Pour tout paiement versé en trop par le contribuable, égal ou inférieur à 100 $, aucun chèque de remboursement ne sera remis. Dans le cas de certificat émis par l'évaluateur représentant un crédit, somme due au contribuable, égale ou inférieure à 100 $, aucun chèque de remboursement ne sera émis. Article 15. Tarifs pour mise à l'eau et nettoyage d'embarcation. Le règlement 540-24, protection des lacs, des lacs verts, la ferme, milieu et morasse. Nettoyage préventif d'embarcation, 10 $. Droit de mise à l'eau avec vignette, embarcation non motorisée, 10 $. Embarcation 10 HP et moins, 20 $. Embarcation de 10 à 99 HP, 40 $. Embarcation 100 à 199 HP, 60 $. Et embarcation 200 HP et plus, 100 $. Article 16. Frais de déplacement. Étant concordant avec Revenu Québec, le taux pour utilisation d'une automobile sera de 70 sous le kilomètre. Article 17 entre en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dubois, tout le monde est d'accord? Nous sommes revenus au procès verbal. 3.2. Mandat à Aquifère pour la réalisation d'un programme de gestion de... Oh. Pardon? Il posait un petit bout, excusez-moi. 3.1. Autorisation de paiement du versement du mois de décembre 2024 à Transport Alain Carrier pour la somme de 64 879 $ et 56 sous selon le contrat de déneigement en vigueur.
Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 3.2. Mandat à Equifaire pour la réalisation du programme de gestion, l'Equifaire pour la gestion de l'eau, ça? OK. Et les puits. Pour une durée de 5 ans. Attendu que le puits P1 représente la principale source d'eau potable de la municipalité et qu'il est exploité en mesurant quotidiennement le volume d'eau pompée sans tenir compte de l'abaissement du niveau d'eau dans le puits et du volume disponible dans l'aquifère, attendu que les puits P2 et P3 sont exploités de façon sporadique et qu'ils sont maintenant munis de compteurs, attendu qu'un programme de gestion d'aquifères permettrait d'effectuer un suivi du rendement des puits, les fluctuations de la nappe d'eau exploitée et potentiellement d'identifier la cause possible de problèmes de contamination, il est proposé de mandater la firme Aquifère pour réaliser un programme de gestion de l'aquifère pour les années 2024 à 2028 inclusivement. Ce programme, au coût de 2 580 $ par année, taxes en plus, est décrit pour plus amplement dans une offre de service signée par M. Yves Garneau, ingénieur. Oui? Tout le monde est d'accord? Oui. 3.3. Adoption de la reddition de compte du PPACE 2024 pour un montant de 53 900 $. Alors, le dossier FTH 78 686 sous-volet des projets particuliers d'amélioration de la circulation, de la circonscription électorale. Notamment, prévoit des normes concernant le maintien de l'ordre. Voyons, attendez un peu. Là. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre a pris connaissance des modalités d'application du volet de projet particulier d'amélioration PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux et les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission de la reddition de compte des comptes des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux et au plus tard le 31 décembre 2024 de l'année civile en cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait le versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît sur la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il est proposé d'approuver les dépenses pour un montant de 60 410 relatifs aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Prendre un proposeur. Monsieur Dumas, tout le monde est d'accord? Au point 4 en urbanisme, 4.1, demande d'usage conditionnel pour la propriété du 10-15 avenue du Mont, lot 5 222 731. Attendu que M. Michel Dumont, propriétaire d'un immeuble situé, voyez, quel lapsus, au 10-15 avenue du Mont, a déposé une demande d'usage conditionnel visant à permettre un usage complémentaire de services en zone résidentielle de villégiature RV12, plus précisément, l'opération d'un salon de barbier sans lavage. Attendu que le salon de barbier n'offrira pas de shampoing ni de teinture, attendu que le débit d'eau usée ne sera pas modifié,
Attendu que l'acceptation de la demande ne nuira pas aux voisins. Attendu que l'affichage sera conforme à la sous-section 12.3.1 du règlement de zonage 435-14 sur les dispositions particulières aux zones résidentielles. Attendu que les conditions d'exercice de l'article 7.3.1.2 du règlement de zonage 435-14 sur les usages complémentaires de services seront respectés, il est proposé d'accepter la demande d'usage conditionnel telle que présentée, excepté pour l'affichage au point de la rue principale et du mât, étant donné qu'elle est contraire à la réglementation. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 4.2. Mandater Elisabeth Genoir, arpenteur géomètre, pour délimitation de terrain. Attendu que lors des travaux du ponceau de la rue du Centenaire en 2021, un empiètement du lot 5 223 216 a été réalisé. Attendu que le propriétaire des lieux, M. André Jacques, a fait mention de cet acte dans les délais prévus. Attendu qu'il n'y aura pas d'empiètement supplémentaire, il est proposé de mandater Elisabeth Genoir, arpenteur géomètre, à délimiter l'empiètement réalisé lors des travaux. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. « 4.3. Résolution d'appui à l'analyse par le gouvernement du Québec de la proposition de création d'un paysage humanisé dans la MRC de Port-Neuf. Considérant que le Québec a adhéré au nouveau cadre mondial de la biodiversité de Coming Montréal et s'est ainsi engagé à protéger 30% des terres et des océans de la planète, cible 3 d'ici 2030, considérant qu'afin d'atteindre cette nouvelle cible, les municipalités et MRC sont appelées à jouer un rôle stratégique de premier plan en raison de leur expertise en matière d'aménagement du territoire, considérant que le Québec protège actuellement près de 17% de son territoire continental et un peu plus de 10% dans ses milieux marins et côtiers, et que les écosystèmes du sud du 49e parallèle s'y trouvent sous-représentés, considérant que Marie-Claude Gaudet a déposé à titre personnel la rivière Batiscan comme paysage humanisé, et dès que le ministre approuve le projet en pré-analyse, l'organisme du bassin versant de la Batiscan, communément appelé la SANBA, évaluera la participation comme porteur du projet, considérant qu'au terme de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, une aire protégée et un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui y sont associées, considérant que les phases d'analyse et de concertation seront portées par le gouvernement et permettront de rassembler toute l'information nécessaire à une prise de position éclairée quant au territoire protégé en priorité dans la région, considérant que la priorisation des territoires à protéger prendra en compte la vision des parties permanentes régionales. Il est proposé que la municipalité de Rivière-à-Pierre appuie l'analyse par le gouvernement du Québec de la proposition de paysage humanisé. La Batiscan, une rivière, une histoire, un territoire, soit la rivière elle-même, un terroir, soit la rivière elle-même et 2 km de chaque côté. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Hugues, tout le monde est d'accord? Oui. Nous serions rendus à correspondance? Oui. Ce soir, Ben non. Ben oui. Appui à la FQM pour sa démarche de contrôle de facturation de la Sûreté du Québec. Considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leurs factures pour l'année 2025, considérant que la moyenne des augmentations annoncées
s'établit à 6,47 %, même que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener à un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités, une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et un plancher à 2 %. Considérant que lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année, une fois la période transitoire terminée, et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri de hausses de la nature de celles qui sont annoncées en 2025. Considérant le taux d'inflation est maintenant à moins de 2 %, considérant que les médias ont récemment fait l'état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions, qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités, considérant les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés et du recours important au temps supplémentaire, alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine, considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leurs impacts sur la facture imposée aux municipalités, considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et la gestion de la Sûreté du Québec, considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion des services. Il est proposé que la municipalité de Rivière-à-Pierre demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de demander une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier les moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec, que copie de la résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, au député de la circonscription de Pont-Neuf, M. Vincent Caron, à la Direction générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Lemesse. J'aurais besoin d'une proposition. Mme Loin, tout le monde est d'accord? 6.2, résolution d'appui pour la couverture cellulaire. Considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et les visiteurs, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de main-d'œuvre, considérant que les services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information aux services de santé et aux interventions de sécurité publique, et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans des zones à couverture limitée ou à itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Considérant que la procédure CPC-2-0-17 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre FSC lorsqu'un service est disponible.
Considérant que cette même procédure n'oblige toutefois pas les FSC à solliciter les services d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure, considérant que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région, considérant que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul FSC limite l'accès pour d'autres fournisseurs qui constituent un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. Il est proposé de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. De transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation d'engagements gouvernementaux, d'assurer le service cellulaire à la totalité du territoire habité dans le présent mandat et de transmettre une copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. J'aurais besoin d'un bon bonsoir. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? On est avec la correspondance, M. Lavoie. Merci. Vous m'entendez? Oui. Bon. On est le 17 décembre 2024. Madame la mairesse, M. Pelletier, DG, Madame les conseillères et M. les conseillers. Cette lettre est pour vous dire qu'après 29 années de service de la municipalité et des contribuables, ma santé m'a lancé plusieurs alertes au cours des 2 dernières années. Il est temps pour moi de les écouter. Je suis entré en 1995, la tête droite, je ressortirai de la même manière. Je suis conseiller pour être et non pour paraître. J'ai défendu les dossiers ou les gens de mon mieux. Et comme membre du CCU, j'ai répondu aux demandes au meilleur de mes connaissances et de mon jugement. Pas en disant « c'est pas beau » ou « j'aime pas ça ». Il y a eu des résultats positifs, négatifs, mais je n'étais pas là pour mes intérêts personnels. J'ai été ici pour les vraies raisons, voire au bien commun. Donc aujourd'hui, je vous annonce que je quitte mon siège numéro 2, que je détiens depuis 29 ans. Je trouve décevant de ne pas terminer mon mandat, mais c'est plus sage comme ça. Madame la mairesse, Monsieur le DG, comprendront très bien. Merci à ceux et celles qui m'ont fait confiance et qui ont cru en mon expérience. Cette démission prendra effet à la fin de cette lettre. Merci tout le monde. Je n'ai d'autre choix que d'accepter votre démission, M. Lavoie, avec grand regret. Ça fait un bout que vous êtes au courant, que M. le DG est au courant. La date a été choisie juste pour pas que la municipalité soit infligée à faire d'autres élections avant la fin de l'année. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Et merci pour les 29 années que vous avez données. Donc, on s'est rendu à la dernière période de questions. Bonsoir, M. Voyer-Dumas.
Un gros merci à M. Lavoie pour ces années passées. Bonne chance dans le futur. Une demande, je dis merci pour l'acceptation de la demande de conditions d'usage différents. Mais il y a rien qu'une petite modification, c'est pas M. Chevalier qui a demandé, c'est ma conjointe Cathy Richard. C'est pas moi le barbier, c'est elle. D'accord, on va faire ça. Autre chose, dans vos dépenses du mois de novembre, je vois les frais totalisent environ 34 000 les frais de notaire. La firme Bureau Garot, je ne sais pas. En quoi consistent tous ces frais de 34 000 de notaire? Monsieur Pelletier, vous pouvez répondre à ça? Les frais de notaire de M. Biogano, c'était pour l'acquisition du terrain puisqu'il y avait la virée de Trinfer. En fait, il y a 30 000 qui se trouvent à être le coût d'acquisition du terrain et la balance, ce sont les frais du notaire. Ah, OK. On ne l'a pas eu gratis. Non. On a bien essayé. Mais comme vous dites, les frais du terrain, 30 000 ça lui appartenait à lui? Ça appartenait au CN. OK. Donc, c'est ça, c'est que la rue des Loisirs passait par-dessus ce chemin-là. Bon. Donc, pour pouvoir faire les travaux, il fallait qu'on ait une entente avec eux d'acquérir ce terrain-là. Merci. Denis Robert, j'ai juste un petit commentaire. Pour le projet de règlement 546-24, qu'on va avoir accès à partir de demain, je crois, c'est-tu possible de le mettre sur le site Internet? Parce qu'habituellement, vous ne les mettez pas, puis il y a des gens qui restent hors de Rivière-à-Pierre, soit Pertu ou Québec, qui aimeraient savoir accès. Merci. Sinon, on va le faire. Merci. J'aimerais juste rajouter une chose, c'est que les deux règlements de ce soir, le 545-24 sur la régie interne, qui est maintenant un règlement adopté, j'en ai des copies que je vais laisser à l'entrée pour vous tantôt. Et également le projet de règlement que M. Robert vient de parler, le 546-24 sur les taxations. Également, j'ai le projet imprimé que je vais mettre à votre disposition. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va faire la levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur, du moins. Merci encore, Anne.